Notre dernière conférence de la journée, gérer et éliminer les déchets amiantes. Alors effectivement, c'est un véritable casse-tête, mais aujourd'hui, on a la chance d'accueillir 4 intervenants qui vont exposer aussi leur point de vue, partager aussi peut-être des expériences à travers les différentes réglementations, et toujours dans un contexte où la pression environnementale est toujours et apparaît de plus en plus forte. L'exigence aussi de traçabilité est renforcée. Alors, y compris, et on va échanger tous les 5 sur notamment, on appellera les faibles quantités, mais aussi comment les gérer, ces déchets amiantes, et puis quelles solutions pour leur élimination. Je vais maintenant vous présenter nos intervenants. Régine Trécan, qui est à mes côtés, elle a fondé la structure Trécan conseiller ADR. Julie Leclerc, à ses côtés, responsable développement Amiante & Co. À ses côtés, le seul garçon, si je m'exclus, Mickaël Davalan, responsable d'agence groupe ITGA, Madame Nathalie Lombard, responsable achat, conformité réglementaire, CBMX Extramiante. Merci. Tout va bien? On est en fin de journée, il fait un peu chaud, Régine, quand même. Hein? Un petit peu. Un petit peu, mais ça va bien se passer? Oui. Allez, on va aller dans le vif du sujet, Régine, puisqu'on va faire un petit rappel quand même sur la réglementation. Alors effectivement, aujourd'hui, c'est très compliqué en termes de gestion des déchets. Que l'on soit en sous-section 3 ou que l'on soit en sous-section 4, la problématique reste la même. Donc, comme vous le voyez sur le slide, on a tout un tas de réglementations. Donc, on va commencer par la réglementation de l'environnement, qui est assez compliquée en termes de traçabilité. Donc, on va vous demander des codes CED pour chaque déchet. Donc, un code CED, un emballage. On va vous demander aussi de faire une traçabilité via un BSD1 qui va évoluer vers Track Déchets courant 2022. Donc là, on va pas en parler beaucoup aujourd'hui, puisque c'est vraiment les débuts de Track Déchets, mais c'est quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue par la suite. En termes de réglementation travail, on est assez rigoureux en termes de conditionnement des déchets. Donc tout ce qui est lié à la gestion des déchets va apparaître en sous-section 3 dans un plan de retrait. Ça va être très générique sur un chantier bien précis. En revanche, en sous-section 4, la gestion des déchets apparaît dans le mode opératoire, où là on est un peu plus générique, puisqu'un mode opératoire est lié à un processus. Donc on va respecter sur un processus non vraiment précis, sur un chantier précis. Donc certaines entreprises ont fait le choix de faire un mode opératoire par chantier, ce qui facilite un peu les choses, mais d'une manière réglementaire, normalement le mode opératoire est générique. Pour la réglementation santé publique, elle va plus s'adresser aux maîtres d'ouvrage, où là on va déterminer leur responsabilité sur la gestion des déchets produits. Ils sont déterminés en tant que producteurs des déchets au sens du Code de l'environnement. Dans cette réglementation, on va également indiquer que les entreprises restent responsables des déchets émis par leurs travaux, comme les EPI. Sur les marchés publics, on va parler de l'élimination des déchets qui sont objets du marché. Donc le maître d'ouvrage a une responsabilité en tant que titulaire du marché de détenteur des déchets. On continue avec la réglementation sur les installations classées qui là est liée plus à la finalité du déchet, là où on va aller les entreposer soit provisoirement, soit définitivement sur les installations stockage. Et enfin, je termine par le meilleur puisque c'est mon domaine d'activité, c'est la réglementation ADR avec l'arrêté TMD. Donc la réglementation ADR, c'est une réglementation qui à la base était européenne, qui est devenue internationale cette année. Elle est complétée par l'arrêté TMD en France uniquement. Dans cette réglementation, on va retrouver les obligations en termes d'emballage agréé ADR dès lors qu'on est sur de l'amiante libre, avec une obligation de certificat de cet emballage,
Donc ça va être on va dire le dada de la DREAL cette année, de vérifier que les entreprises ont bien le certificat de leurs emballages. On va aussi demander à ce qu'un chauffeur soit formé. Donc il existe différentes formations. Vous avez la formation du chauffeur qui va transporter les grosses quantités. Et vous avez également la formation de la personne qui va transporter de petites quantités, comme on a souvent le cas en sous-section 4. Le BSDA est aussi évoqué dans l'ADR puisqu'il fait office de document de transport. Donc lorsque ça va être dématérialisé par track déchets, du coup il va falloir qu'on voie la problématique en termes de documents de transport dématérialisés. Et puis enfin, on va vous demander aussi de respecter tout ce qui est ADR et TMD. À partir du moment où on a la connaissance de toutes les obligations, on va pouvoir à ce moment-là appliquer les exemptions possibles dans les petites quantités. Cette fois-ci, on va maintenant aller sur la gestion des déchets sur les chantiers avec 4 points et 4 effectivement activations. On va démarrer, Régine, par préparation du chantier. Effectivement. Alors, en préparation du chantier, très souvent, c'est la personne qui va prendre le chantier. Ça va être l'encadrant technique, l'encadrement mixte en sous-section 4. Son rôle va être d'identifier les déchets, de vérifier le type d'amiante. Donc le type d'amiante, on va l'avoir dans le rapport de repérage avant travaux à partir du moment où il y a eu un prélèvement, bien entendu. Il va falloir estimer la quantité, choisir la filière de traitement, mais avec le maître d'ouvrage, puisque normalement cette partie-là lui incombe. Choisir les emballages dont on va avoir besoin, faire la demande de CAP et choisir le type de transport. Ensuite, c'est l'encadrant de chantier qui va prendre le relais sur le chantier. Il va devoir mettre en place une zone de stockage provisoire des déchets, assurer un conditionnement des déchets avant la sortie de la zone, appliquer une décontamination adaptée à la nature des travaux, effectuer un double emballage et la pose des scellés pour tout ce qui va en ISDD. Ça, c'est le code de l'environnement qui l'impose. Il va falloir également vérifier et compléter l'étiquetage de l'emballage et bien entendu compléter le BSDA. Une fois que tout ça a été terminé, tout le chantier est terminé, on va expédier donc les déchets. À ce moment-là, on va contrôler les conditionnements et les quantités pour les reporter sur le BSDA et également sur le registre des déchets qui bien sûr va bientôt être dématérialisé sur track déchets. Il va falloir signer le BSDA parce qu'à cette étape-là, c'est bien l'encadrant de chantier qui doit signer le BSDA, qui doit le remettre au transporteur. Donc ce BSDA est signé par le transporteur et le chef de chantier. Et enfin, avant le transport, il va falloir vérifier que le chauffeur soit bien en règle à l'aide de la liste de contrôle ADR sur le matériel et les documents de bord. Une fois que le chantier est terminé, du coup, c'est de nouveau l'encadrant technique qui reprend son rôle en récupérant le justificatif d'élimination. Il va falloir l'enregistrer dans un registre chronologique des déchets, donc bientôt track déchets, conserver une copie du BSDA et faire un envoi de l'exemplaire qui revient au maître d'ouvrage. Alors, on arrive dans le moment un peu plus complexe puisqu'on va parler l'élimination des déchets avec toi, Régine. On a cette sensation quand même, on va en parler avec nos intervenants, que c'est quand même un sujet assez compliqué quand on parle d'élimination des déchets. Tout à fait. Qu'on soit sur des grosses quantités ou qu'on soit sur des petites quantités, la réglementation ne les différencie pas. Du coup, on se retrouve avec des usines à gaz sur des chantiers où, à la base, on n'a pas l'impression d'être concerné. Donc, une fois qu'on a terminé le chantier, le transporteur va transporter les déchets vers les installations de stockage. Alors, d'une manière générale, tous les déchets qui contiennent de l'amiante peuvent aller en ISDD. Qu'on soit sur de l'amiante libre, des matériaux qui sont beaucoup plus pulvérulents, ou que l'on soit sur de l'amiante liée. C'est tout à fait possible. Donc, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, là, ça relève de l'arrêté du 30 décembre 2002 qui vous impose aussi bien les scellés que le double conditionnement. Pour les déchets d'amiante liés, on va pouvoir les mettre également en ISDND. Alors, il n'y a pas que les déchets d'amiante liés, c'est ce qu'on retient le plus facilement.
Il faut savoir qu'en ISDND, on peut également y mettre tout ce qui est déchets de terre amiantifères, les déchets d'agrégats d'enrobés bitumineux, mais également tous les déchets de matériaux de construction. À ce moment-là, l'ISDND devra avoir obtenu au préalable une autorisation préfectorale pour pouvoir accueillir ce type de déchets. Donc ça va être à l'entreprise de demander à l'installation de stockage si elle a bien cette autorisation pour prendre les déchets avant de les lui confier. On a d'autres solutions qui existent, mais qui sont peu utilisées sur les petits chantiers aujourd'hui. Donc on a Inertam qui a été fermé pendant presque 1 an de mémoire, qui a rouvert depuis juillet l'année dernière, mais qui est toujours en train de rattraper son retard. Et puis on a prochainement, normalement, un neutre amiante qui doit apparaître, mais j'en ai pas plus de connaissances sur le sujet pour le moment. J'ai vu déjà Nathalie faire une variation avec la main, on va en parler tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup Régine déjà pour nous dresser ce tableau important pour cette dernière conférence. On va laisser maintenant la parole à Julie Leclerc. Bonjour Julie, j'espère qu'on a encore une nouvelle fois appris beaucoup et on va encore en apprendre, mais j'aimerais quand même qu'on revienne un peu sur ta structure d'Amiante & Co. Si tu peux déjà en 1-2 minutes déjà nous présenter la structure. Merci. Alors Amiante & Co, on apporte une solution globale pour les intervenants qui réalisent des interventions sous section 4. Donc nos clients ne sont pas des amianteurs, c'est pas leur métier l'amiante, ils ont déjà pas mal de contraintes liées à leur intervention. Et on est là vraiment pour les aider à bien structurer une intervention amiante. Donc, on apporte de la formation sous section 4. On les accompagne aussi sur toute l'ingénierie, donc la définition des processus, des modes opératoires, accompagnement de chantier. On les conseille aussi justement sur l'organisation de la gestion des déchets, dont on va parler, voilà. On positionne aussi tous les consommables matériels dédiés à leur activité et on traite donc ces déchets milieu diffus, petite quantité, où on propose en fait une solution alternative aux solutions marché standard qui vont vous proposer du tarif tonne et du camion complet pour aller enlever vos petites quantités de déchets. Donc voilà, pour pouvoir organiser cette activité gestion de déchets, comme l'a dit Régine, la réglementation est lourde et la grosse difficulté qu'on a, c'est qu'elle est la même pour la sous-section 3 que pour la sous-section 4. Il faut tout ce qui a été évoqué par Régine pour pouvoir organiser cette collecte de déchets. Pour autant, en intervention sous-section 4, la gestion de déchets, contrairement à la sous-section 3 où ça fait vraiment partie intégrante de leur métier, c'est, voilà, il faut que ce soit simplifié pour eux. Donc, Amiante & Co, on dispose du stock avec les big bags réglementaires qu'on met à disposition de nos clients sur les chantiers, de stations de collecte voilà, qui permettent de simplifier un petit peu le marquage visuel et puis la logistique de ces déchets, avec différents conditionnements, 60, 250 ou 1000 litres. On dispose d'une ICPE sur laquelle on va massifier les déchets collectés auprès de nos clients, donc en milieu diffus. On organise cette collecte avec des transports bien sûr ADR et des techniciens qui sont formés 1.3 ADR. Et ensuite, en back-office, on a toute l'ingénierie avec notre CSTMD, donc conseiller sécurité, transport, marchandises dangereuses, QHSE, etc., qui permet de pouvoir accompagner les clients sur la gestion de leurs déchets. Alors, on a avec toi, Mickaël, un lien aussi, on parlait d'Amiante & Co. Comment vous collaborez ensemble déjà, lorsqu'on voit déjà tous les moyens qui sont mis avec Amiante & Co? Alors, nous, au tout début, en fait, déjà, les déchets qu'on va générer, ça va être notamment lié à notre laboratoire d'analyse. Donc, on analyse notamment l'amiante dans les matériaux et aussi, en fait, tout ce qui est les filtres d'empoussièrement amiante sur les chantiers. Donc voilà, donc on va générer nos déchets vont être liés à notre activité de laboratoire principalement, et donc on va générer une petite quantité ou une faible quantité, puisqu'à peu près ça va représenter dans le mois entre 100 et 150 kilos. Donc une quantité qui est liée plutôt à l'activité de notre laboratoire, qui est plutôt un laboratoire on va dire régional, qui est pour but de travailler en circuit court avec des acteurs locaux. Et c'est dans cette démarche-là qu'on s'est rapproché aussi des acteurs locaux, tels qu'Amiante & Co, pour ce fameux circuit court. Aujourd'hui, ce qui se passait, c'est on était en plusieurs contraintes, on a des faibles quantités, et aujourd'hui, les solutions sont plutôt sur en fait, des gros volumes, notamment quand on faisait venir des transports.
C'était compliqué. Et après, comme on l'a expliqué tout à l'heure, il y a beaucoup de contraintes administratives, réglementaires. Donc on est aujourd'hui en fait sur l'agence que je pilote, on n'est pas, voilà, l'effectif est assez réduit, donc ça demande quand même de mettre des moyens dessus. Donc grâce à cette solution pour les faibles quantités, c'est vraiment un plus parce que c'est du temps sur lequel moi je peux mettre mes équipes sur autre chose et donc pas sur ce type administratif, réglementaire qui prend du temps. Donc aujourd'hui un vrai gain aussi économique sur les deux aspects. On va avoir notre dernière intervention, avoir de pouvoir débattre tous ensemble avec toi, Nathalie Lombard, Extramiante. On a quand même déjà un paysage. Je t'ai vu réagir aussi lorsque Régine nous exposait. Alors, tu n'es pas obligé d'en parler maintenant, mais je sentais que tu étais un peu mitigé. Non, notamment sur d'autres solutions. Et je t'ai vu réagir. Alors, garde-le pour toi pour l'instant. On en reparlera. On va d'abord parler des problématiques. Non, j'étais tout à fait d'accord avec tout ce qu'a pu évoquer mes prédécesseurs et en l'occurrence Régine. Effectivement, aujourd'hui, nos acteurs de la SS4 en particulier sont confrontés à différentes problématiques, donc évoquées par les différents codes santé, environnement et notamment les problématiques de stockage, les problématiques de transport, la gestion administrative, qui est un domaine qui reste quand même dans un langage qu'ils n'ont pas l'habitude d'utiliser, et la filière en fait de destruction, enfin d'élimination, qui effectivement a été évoquée par Régine auparavant. Donc aujourd'hui, les solutions qui sont proposées par Extramiante sont des solutions qui vont englober en fait toutes ces problématiques pour leur permettre en fait de se concentrer sur leur travail et non pas sur une recherche de solutions de stockage, en sachant s'ils respectent l'ISBE, le transport par rapport à l'ADR, est-ce qu'ils sont formés, est-ce qu'ils ont le véhicule pour, la gestion administrative avec des codes CED qu'ils ne maîtrisent pas, une façon de remplir un BSDA pour le cas d'une problématique mal renseignée, un déchet peut être refusé. Et puis la filière, parce qu'effectivement, comme le disait Régine, aujourd'hui les filières les plus couramment utilisées vont être l'ISDD, l'ISDND. Effectivement, on a eu le souci avec Inertam qui a été en partie paralysé, qui reste aujourd'hui encore pas dans son cycle habituel. Et puis Neutramind qui aujourd'hui n'est pas encore une solution pour moi prête pour le petit déchet. Quand tu dis pour toi, qu'est-ce qui pose problème? Pourquoi ils ne s'adaptent pas pour les petits déchets, pour les petites quantités de déchets? Parce qu'aujourd'hui, la problématique pour tous, c'est les gros déchets. Et personne ne se préoccupe du petit déchet. Voilà. Régine, est-ce que tu ressens la même chose? On n'est pas dans le même courant lorsqu'on parle de grandes quantités ou qu'on parle de petites quantités? En fait, la problématique, elle est surtout en termes d'emballage. Aujourd'hui, tout ce qui est installation stockage n'accepte qu'un big bag. Quand vous avez un chantier de sous-section 4, très souvent, vous avez uniquement un petit sac et il va falloir utiliser un big bag pour pouvoir l'envoyer en ISDD. Enfin, dans les 3/4 en tout cas. Dans les 3/4, effectivement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les petits producteurs de déchets sont confrontés à ne pas savoir où les mettre parce qu'ils ont une obligation pour un joint de les mettre dans un big bag. Alors ça sous-entend quoi? Un transport sur une palette, ça sous-entend donc un transport avec un calcul au volume et avec un minima de facturation à l'arrivée sur la filière. Julie, avec Nathalie, on sent quand même que dans cette filière, il y a vraiment un très grand manque de formation et de les aider, notamment sur les petites quantités. On trouve qu'on a plus d'informations lorsqu'on a des plus grandes quantités et que c'est plus compliqué quand on parle de petites quantités. Alors, le fait est qu'on s'adresse à un public de sous-section 4 auprès de qui on apporte beaucoup d'informations quand on fait une formation SS4 et une modification de leur méthode de travail en prenant en compte le risque amiante. Donc déjà, les emmener sur la bonne définition d'un mode opératoire, de bonnes pratiques auprès de leurs opérateurs et d'un bon suivi de chantier, c'est énorme. Et c'est vrai que la gestion de déchets, je ne dis pas qu'elle est mise de côté, bien sûr, elle est intégrée dès le départ, mais c'est un pouillème en fait de toute la masse d'informations et une modification de travaux qu'ils ont à entreprendre en fait pour bien conduire des interventions sous section 4. Voilà.
En très peu de temps. En très peu de temps et sur des modifications quand même assez importantes de leur chantier. Je vois Sandrine de Bouygues qui est dans la salle. Je pense que voilà, en tant qu'entreprise générale qui a des compagnons qui vont conduire des grosses opérations de réhabilitation, c'est toute une réorganisation, tout un changement de pratique qui doit être conduit auprès des compagnons et qui fait que, en effet, toute la partie déchets qui est culturellement acquise au fait auprès d'entreprises de désamiantage, elle est pas secondaire, mais on est déjà en sous-section 4 d'abord sur la bonne mise en œuvre des travaux en protégeant le salarié, en protégeant l'environnement dans lequel il travaille, pour que en finalité le déchet c'est un pouillème de leur modification. Par contre, je rebondis un petit peu sur les conditionnements qui sont acceptés aujourd'hui en ISDD. On peut avoir des solutions, c'est ce que nous on propose, sur du traitement où on sait traiter du 60 litres. Voilà, alors ça reste beaucoup pour peut-être un joint qui sera traité dans un logement, mais je pense que la filière a su aussi s'organiser pour proposer des solutions adaptées à la sous-section 4, et c'est un chemin qui est en train d'être pris. Tu partages aussi le même avis, Nathalie ? Oui, puisqu'on propose aussi des solutions de contenance moindre, mais effectivement, ça reste encore très aléatoire, très ciblé au niveau des endroits où vous pouvez déposer ce type de déchets. Et du coup, effectivement, s'ils n'ont pas les filières, s'ils n'ont pas le bras suffisamment long pour connaître, derrière, ils auront cette problématique. Alors, ils vont se retourner vers les déchetteries, qui sont ouvertes une fois par mois et qui leur acceptent 3 kilos. Enfin, aujourd'hui, ils n'ont hélas pas beaucoup de solutions. Mickaël, est-ce que dans ce que tu viens de dire, Nathalie, est-ce que c'est pas aussi, on a malheureusement des faits qu'on a pu voir par la presse écrite, orale, télé parfois, où on a vu des sacs, des conditionnements dans la forêt, jetés sur le bord des routes. Je sais que je te pose cette question, tu es un laboratoire, mais comment est-ce que tu as eu ces extraits, en fait, malheureusement, des moments où on t'a dit, tiens, ça c'était le bord des routes, il faut quand même qu'on analyse. Alors, sur le fait de vouloir, en fait, comme tu dis, d'utiliser une autre filière que celle classique, c'est vrai que nous, ce qu'on a fait, le problème, il était qu'on garde les déchets, mais ça va commencer à faire un gros volume. C'est-à-dire qu'on n'a pas de stockage, donc on en produit 100 kg par mois. Ce qui fait que si on voulait avoir une solution intéressante économiquement, je devrais garder par exemple pendant 1 an au sein de mes locaux. Ce qui fait que ça va devenir compliqué, je vais entasser et au bout d'un moment j'ai plus de place. Et comment je fais ? Je peux avoir des gens qui se disent, et même après il y a l'accès aussi, je veux dire pendant 1 an dans un local qui n'est pas sécurisé, etc. Comment on fait derrière pour gérer quoi ? Donc c'est un vrai problème aussi de où est-ce qu'on met tout ça qu'on va stocker pour quand il n'y a pas de solution avant d'aller le traiter en déchets. Une solution intéressante. Oui, et à la fois, tout à l'heure, tu dis, on essaie de privilégier, tu sais, la filière courte, oui. Mais ça ne veut pas dire que quand tu cherches la filière courte, tu vas automatiquement trouver les solutions à tes côtés ou proches de toi. Oui, d'où en fait, là, il y avait plusieurs des solutions, donc d'où voir un peu plutôt des relais en fait entre les centres d'enfouissement ou de stockage des déchets avec des prestataires qui sont eux les intermédiaires et qui permettent de nous accompagner pour que ce soit beaucoup plus simple, quoi. Régine, est-ce que c'est des questions que tu retrouves très régulièrement auprès de ceux que tu as à conseiller ou à former ? Effectivement, tout le monde n'a pas la connaissance des solutions qui sont proposées par Nathalie ou par Julie. Ouais. Très souvent, on va se baser sur ce qu'on apprend en formation. Il ne faut pas oublier qu'une formation en sous-section 4, sur 5 jours, on leur insuffle beaucoup d'informations et qu'ils ne retiennent pas toujours tout. Donc pour eux, c'est vraiment compliqué. Donc, en sous-section 4, on ne va pas forcément aller vers un conseiller ADR pour avoir l'information. Aujourd'hui, en sous-section 3, c'est obligatoire, mais en sous-section 4, non. En passant par les exemptions, on n'a pas l'obligation du conseiller ADR qui va être là pour vous épauler. Et tu ne crois pas qu'on peut modifier, comme on a l'habitude de faire des modifications sur des réglementations, de l'adapter aussi sur ce sujet ? Oui, bien sûr, ça pourrait être fait, mais ça a des coûts supplémentaires une fois de plus. Donc en fait, c'est difficile. Alors Julie et Nathalie, est-ce que c'est pas aussi la partie financière qui parfois change aussi la manière d'une société qui voudrait vous solliciter en disant combien ça va coûter ? Je prends, je sais pas, une de vous deux, comme vous voulez. Julie ? Ou les deux ? C'est sûr qu'en
matière d'amiante, l'aspect financier va compter pour le maître d'ouvrage final. En sous-section 4, encore une fois, voilà, on en est, je ne dis pas au démarrage, bien sûr, la réglementation amiante existe depuis très longtemps. Ceci étant, on voit une montée en compétence de l'ensemble des intervenants. Pardon. Et ils sont en train, en effet, de prendre en compte dans les études, dans les chiffrages, le surcoût lié à l'amiante. Et c'est vrai que plus ils allègent et plus ils réussissent à réduire le coût de gestion des déchets, tout en conservant bien sûr des filières telles qu'elles ont été montrées par Régine, qui sont réglementaires, mieux c'est pour tout le monde, quoi. Nathalie? Et j'irais même plus loin, c'est que les solutions que l'on pourrait proposer, que ce soit Amiante & Co ou Extra-Amiante, permettent à ces gens-là de se concentrer sur leur travail et de pouvoir rendre un devis plus rapidement parce qu'ils savent à l'avance combien ça leur coûtera. Et donc, ils seront capables de répondre beaucoup plus vite et de façon réactive pour émettre un devis puisqu'ils sauront à combien leur revient en fait la destruction de X kilos, par exemple. Donc on va gagner, on parlait tout à l'heure qu'il y a des nouveaux accessoires, nouveaux outils, le fait aussi de dématérialiser. Est-ce que l'apport effectivement numérique va aussi accélérer les process? Régine, je sens que tu viens de faire la moue, je ne sais pas, quel est ton avis? Les accélérer, je ne suis pas sûre. Les compliquer, certainement. D'accord, ok. Partagez le même avis? Totalement d'accord. Ok. Julie, pareil? Non? Tu modules? Oui, non, si, je crois que rédiger, en effet, tout le processus de traçabilité des déchets, c'est compliqué. C'est très compliqué pour ceux dont c'est pas le métier. Ah oui, mais c'est le but d'une formation, non, logiquement? Oui, c'est sûr. Michael? Nous, on est plutôt dans le sens inverse. Tout ce qui est numérique aujourd'hui, en tant que nous qui produisons, c'est un gain de temps derrière. Donc, on est pour. Maintenant, est-ce que ça va rendre plus complexe des choses? Je sais pas. T'as entendu Oui, c'est pour les ça. trois intervenantes? Ouais. Ouais. Moi, en tant que producteur, et pour gagner du temps, et le numérique est aujourd'hui présent chez nous pour d'autres choses. Donc, en espérant que ça continue, malgré que j'entends vos réserves sur la complexité. Non, moi je suis réservée pas sur le fait que le numérique ne puisse pas aider. Je suis plus sur la réserve quant à la simplicité pour eux. Ils sont déjà complètement à l'extérieur de leur zone de confort parce que c'est une méthodologie de travail que pour certains ça fait des décennies où ils travaillaient toujours comme ça, c'était de père en fils. Et aujourd'hui on leur demande de travailler avec des façons de faire, des modes opératoires qui sont complètement un bouleversement total par rapport à leurs habitudes. Et aujourd'hui, on leur demande de faire de la paperasserie, chose qui n'est pas forcément, c'est pas du tout mal placé ce que je veux dire par là, mais ce que je veux dire, ils sont formés pour faire un travail, ils sont pas formés pour faire de l'administratif et pour remplir des tableaux et des croix et des chiffres. Et si on peut leur apporter une solution qui soit complète et globale, du coup, on leur simplifie. Et je pense qu'ils iront plus facilement dans leur démarche de simplification, de se débarrasser de ce déchet, autrement que peut-être de façon peut-être un peu sauvage. Oui, j'ai senti que tu as été modéré sur le un peu sauvage. Mesdames et messieurs, nous aimerions maintenant vous laisser la parole auprès de nos 4 intervenants sur le même fonctionnement que les précédentes conférences. Je vais venir ou pas, à vos côtés. Et si vous souhaitez poser une question, ou voire même... J'arrive, j'ai vu, et je vais me rapprocher de vous, et je vais vous mettre un micro en main. Je vais vous laisser vous présenter. Et si la question concerne nos 4 intervenants, vous l'annoncez. Si la question concerne un intervenant, vous citez le prénom de la personne. Donc, bonjour, Christopher Jousson, je suis référent amiante chez Pas-de-Calais Habitat. 42 000 logements gérés dans les Hauts-de-France, plus particulièrement dans le Pas-de-Calais. Je rebondis un peu sur la gestion de l'amiante. Alors, je ne sais plus les prénoms, mais madame et celle de droite. Si j'ai bien compris, vous êtes des entreprises de collecte de déchets intermédiaires aux entreprises ou... Ah, Julie. Alors, ce qu'on propose en effet, c'est une solution de collecte et traitement de déchets pour le compte d'entreprises qui interviennent en sous-section 4 dans vos logements, où en fait on va sécuriser toute la partie rédactionnelle, réglementaire, donc le fameux BSDA,
On va les accompagner aussi sur les solutions de stockage des déchets, puisque comme ça a été évoqué par Régine, les déchets doivent être évacués au fur et à mesure de leur production du chantier ou stockés sur ICPE. En sous-section 4, si votre intervenant intervient dans une rénovation d'appartement, il vide immédiatement son chantier, il va ramener ses déchets chez lui dans son dépôt, il n'a pas d'ICPE. Oui, bien sûr. Donc voilà, du coup on apporte toute une partie support réglementaire en effet, où on va mettre en place le transport ADR et le traitement final du déchet. Alors, du coup, pour les petits déchets, ma question c'est de savoir, est-ce qu'on a réfléchi à une solution où c'est le maître d'ouvrage, de toute façon à un moment donné c'est nous qui sommes propriétaires du déchet, donc à un moment donné, pour le compte du maître d'ouvrage, les entreprises qui interviennent sur des petites interventions viennent stocker dans des big bags, donc ça serait du multisite, et ensuite au moment où on a rempli un big bag, le volume recherché, on vient le mettre en centre d'enfouissement. Vous parlez de quel type de déchets, matériaux ou EPI? De matériaux. Matériaux, la réglementation vous dira qu'il doit y avoir une traçabilité par adresse de chantier. C'est la grosse difficulté, on marche sur la tête, mais de la même façon que, en effet, pour une entreprise de sous-section 4, normalement, en effet, elle doit tracer aussi ses EPI par chantier, etc. Donc, malheureusement, réglementairement parlant, je vais peut-être laisser la parole plutôt à Régine, mais vous n'avez pas de possibilité de massifier, d'autant plus si vous mélangez les différents types de matériaux sur un même big bag, tout ça. Merci Julie. On va laisser Nathalie puis après Régine, puisque comme tu viens d'annoncer, donc je voudrais bien avoir ton point de vue, Nathalie, s'il te plaît. Oui, alors je rejoins Julie. Effectivement, on ne va pas pouvoir, on va avoir une nécessité de traçabilité par rapport aux appartements. En fait, une adresse de chantier. Les EPI, eux, par contre, peuvent être générés sous une forme de CAP générique. Parce que vous êtes le producteur de vos déchets, donc combinaisons, le sac aspirateur, les poches de gel, etc. Et donc là, vous avez une possibilité de regrouper. Donc c'est pour ça que nous proposons, un peu dans le même ordre que Julie, des solutions pour aller aussi chercher les déchets sur le chantier. C'est-à-dire qu'une fois que le chantier est terminé, c'est quelque chose qui est programmé et c'est quelque chose qui est tout à fait envisagé le jour de la fin du chantier, de programmer l'enlèvement. Par exemple, pour tout ce qui va être déchets de matériaux, et puis les déchets de pays, par la même occasion, s'ils ont été massifiés ensemble avec le numéro générique. Régine? Moi, je ne suis pas d'accord pour les EPI. Parce que sur un BSDA des EPI, tu as aussi une adresse de chantier. Oui et non. J'aime bien quand c'est un débat comme ça, c'est parfait. Il y a le oui et non. Tu prends un exemple, par exemple, d'un laboratoire. Il fait X prélèvements, il ne fait pas une combinaison par adresse où il a été faire un prélèvement. Il a un CAP générique. C'est là où on a toute la différence avec ce qui est obligatoire réglementairement et ce qu'il est possible de faire. Encore un exemple. On était en... C'est ce que je m'aperçois en fait qui se passe. On était en train de donner... Alors, je vous écoutais tout en écoutant ici. Fondamentalement, c'est aussi la question de stockage aussi, Mickaël, qui arrive. Oui, tout à fait. Parce que tu le dis très bien, comment on fait à la fin d'un mois ou un an, on stocke où? Oui, d'où l'intérêt des solutions intermédiaires avec qui on travaille, avec Aventenco, où en fait il y a des stockages intermédiaires, ce qui permet en fait d'appeler dès qu'on a besoin, et donc ils viennent récupérer les déchets et les amener sur leur centre de stockage provisoire avant de partir en fait en centre d'enfouissement. Donc c'est tout l'intérêt de ne pas garder ça chez soi, de pouvoir appeler quand il y a besoin et d'évacuer au fur et à mesure. Ouais, normalement c'est ce qu'on doit faire, c'est au fil et à mesure, mais c'est pas tout le temps le cas sur les petites quantités. Ouais, après, ça prend aussi, plus on garde, plus ça prend de la place aussi. Donc, Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions, mesdames et messieurs? Oui, devant. Même fonctionnement, si ça s'adresse aux quatre, vous le citez, si ça s'adresse à une personne. Oui, merci de me donner la parole. Ce que je voudrais dire, c'est pas forcément une question que j'aurais à poser, c'est peut-être une précision. En fait, on s'est bien rendu compte au travers des présentations que les déchets d'amiante, en ce qui concerne la gestion, est très compliqué. Aujourd'hui, la réglementation ne fait pas de différence entre la sous-section 3 et la sous-section 4, ça a bien été dit. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que
Quand on prend l'entreprise générale qui va faire de l'intervention, des artisans qui ont les faibles quantités de déchets, c'est impossible de gérer ça comme de la section 3. Il faut bien être, c'est bien évident. L'artisan ne peut pas prendre son EPI, sa petite poche de gel et l'emmener dans une installation de stockage de déchets dangereux ou non dangereux. C'est pas probable. C'est pas réalisable de toute façon, donc il faut bien se le dire. Par contre, aujourd'hui, la question qu'il faut se poser à nos organismes de contrôle, à nos organismes de prévention, c'est de faire modifier la réglementation pour que pour la subsection 4, il y ait un peu plus de flexibilité. Alors effectivement, aujourd'hui, pour pallier tout ça, on a des entreprises comme Amiante & Co qui vient d'être citée, qui, elle, va mettre en place effectivement des collectes amiantes auprès de ses clients, de manière à pouvoir gérer les déchets de petite quantité, pour éviter effectivement des formations qui soient mal comprises ou trop longues ou irréelles, de manière à ce que les petites entreprises puissent effectivement faire leur travail dans de bonnes conditions. On revient à ce que je te disais tout à l'heure, Régine, en fait, c'est toujours l'adaptation d'une réglementation et essayer de trouver des solutions dans ce sens. C'est tout à fait ça. Est-ce qu'il y a une autre question, mesdames et messieurs? Oui. Je ne vais pas répéter le fonctionnement, je pense que vous étiez déjà avec nous au début. Bonjour à tous, Nicolas Fredou, Ginger Deléo. Alors, au risque de rester un peu dans les mêmes sujets, quelles sont les possibilités pour une entreprise qui intervient en sous 4 de créer une zone de stockage provisoire dans son dépôt, par exemple, moyennant peut-être une déclaration auprès de la préfecture et le respect des 90 jours, je crois, me semble-t-il, maximum de stockage provisoire des déchets, parce que, comme le disait le monsieur juste avant moi, c'est pas évident de savoir en quittant un chantier quel jour exact, à quelle heure on va avoir fini, et il faudra faire intervenir un organisme de collecte. Donc, est-ce qu'on a une possibilité, quelles sont les possibilités de regroupement au sein d'un établissement, peut-être moyennant une déclaration en préfecture? Alors effectivement, hein, il y a juste cette obligation de créer une ICPE sous la rubrique 27-18-2, avec tout ce que ça incombe, avec le contrôle de cette ICPE que vous devez organiser dans les 6 mois de la mise en service et tous les 5 ans. Et là encore, il va falloir avoir une traçabilité précise de tous vos déchets pour justement respecter ce délai de 90 jours. C'est pour ça que ce que proposent Julie et Nathalie est fort intéressant pour les petites structures. Avons-nous une dernière question? Oui. Ou deux. Je laisse monsieur... Ah. Bonjour, Clément Silva Fernandez, RATP Real Estate. Est-ce que Tracker Déchets va prendre en compte le certificat d'acceptation préalable? Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises en sous-section 4 qui commencent à intervenir sur l'amiante et qui sont incapables de trouver un centre de stockage pour... Et souvent, ils commencent à intervenir sans avoir de certificat d'acceptation préalable. Alors, Track Déchets va être mis en place pour le suivi des déchets, c'est-à-dire que ça va être en termes de traçabilité. Il est question effectivement aussi de dématérialiser le bordereau de suivi de déchets dangereux dans un premier temps. Pour le BSDA, ça ne va pas se faire tout de suite, dans le sens où le BSDA, il relève du Code de l'environnement, mais pas que. On a une partie ADR qui n'est pas négligeable, donc il va falloir travailler également là-dessus. Du coup, la réponse sur le CAP, elle est tout de suite faite. Le CAP, en fait, il est généré par des ICPE et non pas par le ministère. Attendez, je profite, je réagis. Je disais, c'est intégrer au BSDA parce que ça permet la traçabilité. Avant de faire un BSDA, il faut un CAP. Et je ne peux générer qu'un BSDA que quand j'ai mon CAP, normalement. Exact. Aujourd'hui, les ISDD travaillent énormément là-dessus. Vous avez des plateformes qui sont réalisées qui vous permettent de générer les BSDA dès le début du chantier. Il va y avoir une autre question. Madame, je vous laisse le soin. Non, c'est pas forcément une question. C'est pas forcément une question, merci. C'est juste un échange. Delphine Ponce, Collet Couverture en Bretagne. Je voulais juste expliquer mes expériences un petit peu en travaux en sous-section 4, où j'ai un centre de collecteurs qui autorise à me donner un cap générique de mon entreprise. Oui, je le sais, je sais. On se connaît suffisamment, Régine. Et donc, ils ne voient pas du tout d'objection à ce qu'on leur mette plusieurs codes de chantier, parce que comme ils disent, il y a un cadre code chantier, ben vous mettez vos codes de chantier. Et l'adresse de chantier, c'est aussi le lieu où est détenu les déchets. Ce n'est pas forcément l'adresse chantier. C'est accepté
de toute façon, n'est pas contrôlé. Enfin, est-ce qu'on doit quand même accepter parce que le collecteur, éliminateur, nous demande de pratiquer de cette façon? Ah, ouais, je demanderai à Régine de répondre, mais j'aimerais bien avoir l'avis aussi de vous trois, Mickaël, Nathalie et Julie. Avoir un CAP générique pour avoir une traçabilité par dossier chantier derrière, c'est compliqué. Si vous avez ce CAP générique qui vous est autorisé, ça ne vous empêchera pas de faire un BSDA par chantier. Il vous faut un BSDA dès le départ du chantier, ne serait-ce que pour de démarrer les déchets du chantier jusque chez vous. N'oubliez pas que le BSDA fait aussi document de transport et que vous avez cette obligation dès que vous les transportez. Vos avis, à moins que vous n'en ayez pas et que vous acquiescez effectivement ce que vient d'annoncer Régine, il n'y a pas de souci. Oui, alors la seule possibilité qu'on ait réussi à obtenir avec les centres d'enfouissement, comme l'a dit Nathalie, c'est éventuellement la massification de déchets EPI auprès d'entreprises sous section 4. Voilà, où il peut être accepté qu'il y ait une traçabilité d'un big bag pour plusieurs chantiers. Par contre, je n'ai pas à ma connaissance de massification possible sur plusieurs adresses de chantier pour des déchets matériaux, ça me parle pas. Et pour réagir juste à monsieur, si on peut passer un message aussi auprès des entreprises SS4, c'est en effet que cette problématique de déchets soit prise en compte dès la préparation de chantier, parce que c'est vrai que quand elle est prise sur le tard, ça peut parfois générer des mauvaises surprises sur l'évacuation des déchets. Je passe les détails sur le transport ADR, mais on doit avoir des moyens de levage, des aménagements en fait, qui sont prévus sur le transport, qui font que, en effet, plus c'est pris en amont sur la zone de stockage de déchets, sur la traçabilité, etc., mieux c'est préparé et mieux ça sera traité en phase finale. Nathalie ? Non, je suis d'accord avec Julie, sans aucun problème. Merci. Est-ce que tu souhaitais rajouter un mot supplémentaire, Mickaël, où on a parfaitement bien répondu? Je vais faire un dernier tour, mesdames et messieurs, avant de peut-être faire la clôture. Y a-t-il encore une dernière question? Non? Eh bien, écoutez, on peut vous applaudir. Merci de vos témoignages. Merci Nathalie, Mickaël, Julie, Régine. Ainsi se terminent les conférences aujourd'hui pour cette première journée Salon des professionnels de l'amiante.